Je suis un investisseur macroéconomique à l'échelle mondiale, spécialisé dans l'anticipation des grandes transformations économiques de notre époque. Je me souviens parfaitement qu'en 1971, les États-Unis utilisaient encore des billets de papier qui fonctionnaient comme des promesses de paiement garanties par l'or. Ces billets n'avaient pas de valeur intrinsèque, mais le gouvernement garantissait qu'on pouvait les échanger contre de l'or. Cependant, les États-Unis ont émis plus de billets qu'ils ne disposaient de réserves d'or. Progressivement, ces réserves ont commencé à diminuer. Et le 15 août de cette même année, alors que je travaillais comme assistant sur le parquet de la bourse de New York, j'ai assisté à l'annonce du président Nixon. Il mettait fin à la convertibilité du dollar en or. Autrement dit, le pays faisait défaut sur ses engagements monétaires. À ce moment-là, j'ai pensé que cela provoquerait un effondrement des marchés financiers. Mais contre toute attente, les actions ont fortement grimpé. Intrigué, j'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'un événement très similaire s'était produit le 5 mars 1933. Roosevelt avait également mis fin à l'échange de billets contre de l'or et lancé une politique de création monétaire massive. Ce fut pour moi une leçon essentielle. Ce qui nous surprend n'est pas forcément nouveau. Cela a souvent déjà eu lieu, simplement pas de notre vivant. Grâce à une étude approfondie de l'histoire économique, notamment de la Grande Dépression, j'ai pu anticiper la crise financière de 2008. Cette compréhension historique m'a permis de prendre les bonnes décisions à temps et d'en tirer de bons résultats. Aujourd'hui, nous faisons face à 3 dynamiques historiques majeures qui, réunies, ne s'étaient pas manifestées simultanément depuis les années 1930 à 1945. Le premier phénomène concerne l'émission massive de monnaie pour financer la dette publique. Lors de la récente crise, des chèques de soutien ont été envoyés aux citoyens pour des montants bien supérieurs à ce qui aurait été nécessaire pour compenser leurs pertes économiques. D'où venait cet argent? Le gouvernement a emprunté. À qui? À la Réserve fédérale. Comment? En imprimant de l'argent et en achetant les titres de dette. C'est ainsi que fonctionne le mécanisme. Le résultat, une injection colossale de liquidités dans l'économie. Les gens ont reçu cet argent, l'ont dépensé et l'inflation a suivi. En quelques mois, la masse monétaire a augmenté de plus de 25%. L'inflation est une conséquence directe d'un excès de monnaie et de crédit par rapport à la quantité de biens et services disponibles. Lorsque la demande monétaire dépasse l'offre réelle, les prix grimpent. Dans ces 2 périodes historiques, on a également atteint des taux d'intérêt proches de 0%, ce qui limite la capacité d'action monétaire. Le deuxième grand phénomène, c'est l'aggravation des divisions internes aux États-Unis. Les inégalités sociales ont atteint des niveaux extrêmes, tout comme les tensions politiques. Ce niveau de polarisation n'a pas été observé depuis le début du 20e siècle, même pas pendant la Grande Dépression. On assiste à une forme de guerre idéologique. Le populisme, sous diverses formes, s'oppose frontalement à des groupes qui refusent toute concession. L'histoire nous montre que, lorsque les convictions des individus deviennent plus importantes que le système lui-même, ce dernier est menacé. Aujourd'hui, la cohésion sociale est fragile et la polarisation s'intensifie. La confiance envers les institutions s'effrite. Des décisions majeures comme celle de la Cour suprême, par exemple sur Roe v. Wade, provoquent des réactions radicales. Les modérés quittent le paysage politique. Cette instabilité fragilise l'état de droit et remet en question l'application de la Constitution. Il est tout à fait possible que des groupes ayant des visions très différentes se regroupent géographiquement et entrent en conflit ouvert. Je n'ai jamais vu un tel niveau de division au cours de ma vie. Je suis né en 1949, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand le nouvel ordre mondial a été établi. Le 3e point clé, c'est la montée en puissance d'une nouvelle grande nation concurrente, la Chine, accompagnée par la Russie. Ces 2 pays forment des alliances stratégiques. Nous assistons à un retour à une logique de bloc, semblable à celle de la Seconde Guerre mondiale, avec, d'un côté, les puissances alliées et, de l'autre, un axe qui se forme. Pourquoi? Parce qu'en période de reconfiguration de l'ordre mondial, ce sont les vainqueurs des conflits qui établissent les nouvelles règles.
En 1945, les États-Unis ont triomphé. Ils possédaient la majorité des réserves mondiales d'or, qui étaient encore la base du système monétaire, contrôlaient la moitié de l'économie mondiale et détenaient une puissance militaire incontestée. C'est ainsi qu'ils ont pu définir les règles, le siège de l'ONU à New York, la Banque mondiale et le FMI à Washington. Mais cette suprématie est aujourd'hui remise en cause. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Nous dépendons de la planche à billets. Nous négligeons nos infrastructures. Nous transmettons des dettes à la génération suivante. Nous n'éduquons pas tous les enfants de manière équitable. Et dans le même temps, une lutte s'engage pour déterminer quel sera l'ordre mondial du futur. Cette confrontation prend plusieurs formes. Une guerre commerciale, une guerre technologique, une guerre d'influence géopolitique, une guerre du capital et, potentiellement, un conflit militaire comme celui en cours en Europe avec la guerre en Ukraine. Ces dynamiques sont les reflets de l'histoire. Pour résister, une nation doit être forte dans tous ces domaines. Personnellement, je suis profondément attaché à l'idée de dialogue et de modération. Je rejette les extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Je crois en une voie du milieu, faite de compromis et de coopération. J'ai étudié ces cycles historiques. Je sais comment ils évoluent. Il y a d'abord la crise, ensuite l'établissement de nouvelles règles. Les guerres égalisent temporairement les conditions. Puis vient une période de paix, car plus personne n'ose défier la puissance dominante. Cela crée de la stabilité et donc de la prospérité. Mais avec le temps, le système crée de nouvelles inégalités économiques, ce qui est naturel. Le capitalisme fonctionne ainsi. Des individus innovants et productifs émergent, développent des idées, créent de la richesse. Mais en accumulant cette richesse, ils obtiennent aussi des avantages, comme la possibilité d'offrir une meilleure éducation à leurs enfants, et ainsi, les écarts se creusent à nouveau. Lorsqu'un individu naît dans une famille à faibles ressources, ses chances d'offrir à ses enfants une éducation de qualité diminuent considérablement, ce qui accentue les inégalités sociales. L'accès inéquitable aux opportunités fondamentales crée un fossé qui se creuse au fil du temps. Et c'est là que réside l'ironie. Dans les phases avancées des cycles économiques, ce sont les plus riches qui commencent à s'endetter. Cela semble paradoxal, car on pourrait penser qu'avec des revenus plus élevés, il est plus facile d'épargner. Pourtant, la réalité montre le contraire. Par exemple, les États-Unis, malgré un revenu par habitant bien supérieur à celui de la Chine, ont fini par emprunter à la Chine, un pays à forte culture de l'épargne. Les personnes disposant de peu de ressources, n'ayant pas beaucoup d'alternatives, ont tendance à épargner dans des monnaies fortes comme le dollar, ce qui favorise l'achat de dettes libellées en dollars. Autrement dit, le monde entier finance la consommation des pays développés. Notre génération n'a pas connu les mêmes difficultés que nos grands-parents. Ceux-ci ont traversé des guerres, des crises et des récessions profondes, forgeant ainsi une mentalité axée sur la prudence et l'épargne. En revanche, aujourd'hui, le cycle fonctionne ainsi. La dette de certains devient l'actif d'autres. Actuellement, une grande partie du capital mondial est investie dans des instruments de dette, obligations, fonds monétaires, bons du trésor. Pendant 4 décennies, les obligations ont bien performé, sans pression inflationniste significative, donnant ainsi une fausse impression de sécurité concernant la stabilité de la monnaie. Cependant, peu de gens considèrent que l'argent, s'il perd de son pouvoir d'achat, peut également représenter un risque. Lorsque la dette s'accumule de manière excessive, un problème majeur émerge: satisfaire simultanément les attentes des débiteurs et des créanciers. Si la dette est remboursée en monnaie forte, il y a un risque de ne pas avoir suffisamment de fonds pour satisfaire tout le monde. C'est pourquoi, historiquement, la méthode la plus facile pour gérer cela a été l'impression de monnaie. Il s'agit d'un impôt invisible. Les chèques arrivent aux gens. Personne ne semble perdre quoi que ce soit. Mais en réalité, tout le monde voit son pouvoir d'achat diminuer. Cela entraîne de l'inflation et, avec elle, un changement de comportement des individus quant à l'endroit où ils placent leur argent. À un moment donné, les investisseurs se posent la question: est-ce que je veux vraiment conserver ces actifs qui ne me rapportent pas un rendement réel? Si la décision est prise de vendre, le problème se multiplie.
Non seulement le gouvernement émet plus de dettes pour couvrir les déficits, qui sont généralement autour de 5 à 6 % du PIB, mais les grands détenteurs se débarrassent également de leurs obligations. Cela entraîne deux scénarios possibles. Soit les taux d'intérêt augmentent considérablement, ce qui refroidit l'économie, soit la Banque centrale imprime encore plus de monnaie, répétant ainsi le cycle. Ce phénomène n'est pas nouveau. L'histoire est jalonnée de tels épisodes. Dans l'un des textes anciens les plus connus, l'Ancien Testament, il est fait mention de l'année du jubilé. Tous les 50 ans, les dettes accumulées étaient annulées, anticipant que le système n'était pas viable à long terme. Ainsi, les gens vivaient et négociaient en sachant qu'un jour, il y aurait un redémarrage. C'était une manière rudimentaire de freiner les excès de l'endettement chronique. Aujourd'hui, nous faisons face à un dilemme similaire. Vous pouvez continuer à détenir des actifs qui se déprécient ou vous anticiper à l'inévitable. C'est pourquoi être bien informé et flexible est plus précieux que de s'accrocher à ce que l'on croit savoir. S'entourer de personnes ayant des points de vue différents et avoir l'esprit ouvert peut faire une grande différence. La véritable compétence réside non pas dans le fait d'avoir toujours raison, mais dans la capacité à gérer ce que l'on ne sait pas. C'est pourquoi, dans le monde des investissements, la sagesse ne réside pas dans le fait de tout parier sur une seule carte, mais dans la construction d'un portefeuille diversifié, avec entre 10 et 15 sources de rendement non corrélées entre elles. Ainsi, le capital est protégé contre des scénarios inattendus et on évite de tomber dans des pièges qui, bien qu'ils semblent sûrs, peuvent se révéler être une illusion collective. Si vous choisissez des actifs de qualité qui ne sont pas corrélés entre eux, vous obtiendrez un rendement moyen de ces actifs sans compromettre vos gains. L'essentiel est de sélectionner ceux qui sont vraiment exceptionnels et qui vous plaisent, mais qui ne présentent pas de relation directe entre eux. En créant un portefeuille diversifié d'environ 15 actifs, vous réduirez environ 80% de votre risque, ce qui augmentera votre ratio rendement-risque par un facteur de 5. Il n'existe aucun moyen d'améliorer vos capacités de sélection de manière aussi significative, c'est-à-dire par un facteur de 5. Choisir ce qui réussira est un défi très compétitif. En outre, les circonstances évoluent de manière imprévisible, ce qui rend encore plus difficile de prédire les résultats. Il y a eu une théorie qui soutenait que l'interconnexion des pays les rendrait plus stables et sûrs, car les familles royales se marieraient entre elles, formant ainsi une grande famille unie. Cependant, il n'y a aucune preuve que cela soit vrai. Même au sein d'une même famille, de graves conflits peuvent surgir. La proximité peut engendrer tant de tensions que les membres finissent par se battre entre eux. Dans cette dynamique, la relation entre deux pays dépend de la nature de leur relation. S'agit-il d'une relation gagnant-gagnant ou perdant-perdant? Le conflit avec la Chine a une longue histoire. Sous la présidence d'Obama, une approche particulière a été adoptée, puis Trump a modifié cette perspective. Et aujourd'hui, nous en sommes à un point où les différences semblent presque irréconciliables, chaque côté craignant que l'autre puisse lui nuire gravement. Dans le livre, je parle du dilemme du prisonnier. Imaginons qu'il y ait deux personnes et que le mieux serait qu'elles coopèrent, mais elles ne savent pas si l'autre coopérera ou si elle les trahira. Que doivent-elles faire? Elles devraient trahir l'autre, car si elles ne le font pas, il existe un risque que l'autre les trahisse et survive. Il est difficile d'arriver à une coopération, et la situation actuelle semble refléter ce dilemme. La Chine se trouve dans une position unique, observant comment se développe un conflit à grande échelle. Les pays de l'OTAN, la Russie et l'Ukraine sont impliqués dans un tel conflit, et nous pouvons voir comment les événements se déroulent. Par exemple, les États-Unis ont utilisé leur principale arme, les sanctions. Tout au long de l'histoire, les sanctions ont été la principale arme utilisée avant d'avoir recours à l'action militaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon s'étendait en Asie et les États-Unis ont imposé des sanctions, bloqué le pétrole et gelé leurs avoirs, les laissant piégés. En réponse, ils ont attaqué Pearl Harbor, ce qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale.
Depuis 1984, je me rends en Chine, non pas pour des raisons économiques, mais par intérêt personnel. Si je peux trouver des endroits intéressants avec des personnes uniques et observer leurs perspectives, je le ferai. J'ai eu la chance de les aider à mieux comprendre les marchés financiers, ce qui m'a permis de connaître leurs dirigeants ainsi que de nombreuses personnes pauvres et de voir les choses de leur point de vue. Je dirais qu'ils ne veulent pas de guerre. En observant la situation actuelle, je pense qu'il y a 3 grandes questions auxquelles nous n'avons pas encore de réponse. La première est: qui sortira vainqueur du conflit entre le Royaume-Uni, l'OTAN et la Russie? En termes généraux, est-ce que ce sera Poutine ou l'Occident? Pour Poutine, gagner signifierait avoir le contrôle de la région orientale de l'Ukraine sans être constamment menacé, et que l'économie russe subisse une chute de 12%, mais une chute tolérable. La Russie dépend énormément des importations, donc théoriquement, on pourrait l'isoler complètement. Mais à quel point les sanctions vont-elles écraser la Russie ou cela sera-t-il tolérable? Ils sont tellement habitués à la souffrance qu'ils se sentent presque mal à l'aise s'ils ne souffrent pas. Si l'on remonte à 1917, ils ont connu la Révolution, ont perdu la Seconde Guerre mondiale avec 30 millions de morts. Puis Staline est arrivé et ils ont perdu encore 30 millions. Ils ont vécu le communisme, puis une faillite et tout s'est effondré en 1989. Ils ont une grande résistance à la souffrance. Ils ne changeraient pas leurs problèmes pour une chute de 12% du PIB. Je dirais que les probabilités de cela sont extrêmement faibles en raison de divers facteurs de sécurité et d'autres éléments. Mais si Poutine perd et semble perdre, je pense qu'il va escalader la situation. En d'autres termes, je ne pense pas qu'il se retirera tranquillement. Donc, s'il perd, je pense que nous assisterons à une escalade, et cela prendra probablement la forme de menaces nucléaires, ce qui est une chose très dangereuse. Et nous verrons quel est le véritable pouvoir des sanctions. Ensuite, la troisième chose que nous verrons, c'est comment les camps se positionnent, l'Ouest et l'Est. Actuellement, on peut observer les pays et leurs actions et voir de quel côté ils se trouvent. Respectent-ils les sanctions ou non? Cela commence à nous donner une idée des pays alliés et de ceux qui sont de l'autre côté, comme dans la Seconde Guerre mondiale, où il y avait une guerre en Europe et une autre en Asie, avec des pays s'alignant de manière différente. Mais dans l'ensemble, les alignements étaient cohérents. Maintenant, nous commençons à voir cela aussi. En Europe, c'est tellement intéressant et je peux lister des pays: l'Inde, le Brésil, le Mexique, l'Indonésie, la Chine. Presque la moitié du monde a pris une position différente ou a dit qu'elle ne participerait pas. Ne commettez pas l'erreur de vous concentrer uniquement sur les pays de l'OTAN en Europe. De toute façon, la Chine peut observer cela et voir comment cela fonctionne, tout en apprenant beaucoup. Le monde a désormais changé, passant à une dynamique complètement différente où les idéologies dominent et se battent pour le pouvoir. Par exemple, pensez à cela de cette manière. La personne qui prend les décisions pour Twitter aura un impact bien plus important sur nos vies et nos choix que les décisions de la Cour suprême. En d'autres termes, je peux décider de faire les choses de cette manière ou de celle-là. Le système dans lequel nous vivions était assez ouvert, dans lequel l'économie dictait les règles. Si vous faisiez plus d'argent, vous obteniez plus de ressources, et ces ressources étaient attribuées en fonction de cela. Mais ce n'est plus aussi vrai aujourd'hui. Désormais, les idéologies prennent le contrôle. L'idéologie que vous avez et pour laquelle vous vous battrez en utilisant toutes les ressources à votre disposition est devenue un facteur déterminant. D'une certaine manière, cela a presque à voir avec ce qui était nécessaire pour obtenir de l'argent pour les enfants dans les écoles dont nous parlons. Mais cette idée que les causes soutenues par les gens sont plus importantes pour eux que le système lui-même met ce système en danger. Parce que le système dans lequel nous devons tous travailler ensemble se transforme en une lutte de pouvoir. Je ne pense pas que nous verrons l'une des parties céder ou perdre. Avant, nous jouions à un jeu où, si nous perdions, nous pouvions quitter le terrain en disant « C'était incroyable, nous avons joué ensemble pendant si longtemps ». Mais je ne pense pas que cela arrive maintenant. Et c'est un jeu où il faut gagner à tout prix. Et je pense que cela devient de plus en plus évident aux États-Unis. Vous allez voir plus de nationalisme, et cela ne fera qu'augmenter. Pourquoi?
parce que nous avons besoin d'autosuffisance, et cet autre pays pourrait être un ennemi. Et puis, à l'intérieur d'un pays, vous allez voir la même chose. Les gens sentent qu'ils doivent se battre pour ce qu'ils croient. Nous sommes maintenant dans un environnement où il faut se battre pour ce en quoi on croit, et cela va déterminer beaucoup de choses. Nous ne sommes pas habitués à cela, mais c'est ce qui se passe. Alors, pouvons-nous nous entendre? Si nous pouvions simplement nous entendre, ne pas nous battre et ne pas avoir peur de nous battre, si le centre pouvait travailler ensemble, si les extrémistes pouvaient se calmer. Vous savez, si j'étais président, j'aurais un cabinet bipartite. Parce que la politique aujourd'hui, c'est comme si un côté battait l'autre dans les statistiques. En gros, environ 30% de la population se situe à l'extrême droite, si l'on mesure cela par des critères comme le pourcentage de républicains ou de démocrates, qui pensent que les membres de l'autre parti devraient mourir, 15% et 10% respectivement. Quel pourcentage ne voudrait pas que son enfant épouse quelqu'un de l'autre parti? Si nous commençons à utiliser ces chiffres, environ 30% appartient, selon ma mesure, probablement à l'extrême droite. Et à cause de cela, la majorité du Parti républicain doit être unifiée. Peut-être que c'est 25%, peut-être 30%, je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que les partis se battent entre eux et les modérés se retirent de plus en plus. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas se financer, mais à cause de la manière dont la politique fonctionne, elle est brutale et pleine de mensonges. Vous ne pouvez gagner que si vous êtes l'un des extrémistes, car ce sont eux qui gagnent les primaires, étant engagés dans cette guerre interne. Maintenant, j'entends bien que la majorité est au centre, mais il y a une dynamique ici que nous devons prendre en compte. C'est pourquoi, si j'étais président, je voudrais un cabinet bipartite ou quelque chose qui rassemble les modérés afin qu'ils puissent travailler ensemble, parvenir à un compromis et nous unir. Je pense que le président des États-Unis devrait être le président de la majorité du peuple, pas le chef d'une guerre entre un groupe et un autre. C'est pourquoi je pense que le président devrait avoir quelque chose d'équivalent au projet Manhattan, avec des modérés des deux partis travaillant ensemble pour restructurer tout cela et parvenir à un accord. Mais tout le monde est tellement obsédé par le fait que tout doit être exactement comme ils le veulent qu'au final, on ne parvient à rien. Regardez, peu importe ce sur quoi ils se mettent d'accord, si vous avez des gens intelligents des deux côtés et qu'ils arrivent avec un programme, je suis presque sûr que ce sera bien mieux que ce que nous avons actuellement. Je pense qu'il y a un problème systémique, d'ailleurs, dans la façon dont le capitalisme fonctionne, qui doit être ajusté. Le système des profits et des récompenses n'atteint pas tous les objectifs que nous devons réaliser. En d'autres termes, avons-nous une prospérité et des opportunités largement distribuées? Il y a certains ajustements à apporter pour que cela fonctionne mieux. Les capitalistes savent de mieux comment augmenter la taille du gâteau, mais ils ne savent pas comment le diviser. Et la gauche sait comment diviser le gâteau, mais elle ne sait pas comment augmenter la taille du gâteau en étant plus productive. Les deux peuvent se produire simultanément, tout comme un investissement dans une bonne éducation. Je donne simplement un bon exemple. Investir dans une bonne éducation et établir un minimum nécessaire pour que les enfants ne deviennent pas des adultes problématiques. Par exemple, dans le Connecticut, on dépense 600 millions de dollars chaque année pour l'incarcération, car les enfants grandissent dans des foyers dysfonctionnels. Ces enfants ont des difficultés à se rendre à l'école, car ils doivent traverser des quartiers où il y a des gangs et des fusillades. Pourquoi la police ne peut-elle pas assurer leur passage en toute sécurité? Eh bien, ils peuvent seulement se permettre d'avoir 275 policiers, car ces fonds doivent provenir de quelque part, que ce soit pour la police, la nourriture ou d'autres besoins. J'ai eu la chance d'avoir 2 parents qui se sont préoccupés de moi, qui m'ont aimé. Je suis allé dans une école publique et j'ai eu des opportunités égales. C'est tout ce qu'il faut, ou du moins un des 2 parents. Si tu n'as qu'un seul parent, c'est déjà beaucoup plus difficile. Si tu ne fournis pas ce soutien, tu auras des enfants qui seront tellement défavorisés qu'au lieu d'être des atouts, ils deviendront des passifs. Et c'est tellement injuste. Si tu te penches sur l'histoire des empires, c'est une vérité fondamentale, car tu ne sais pas d'où va surgir une personne talentueuse. Elle peut venir de n'importe quelle partie de la population.
Ainsi, en agissant de cette manière, tu peux obtenir plus de ressources provenant de personnes créatives et moins de passifs. Cela a du sens dans le système et rend les choses plus justes. Mais nous ne faisons pas cela. Pour être objectif, la seule façon de le faire est d'avoir des mesures objectives. Dans ce livre, tu peux voir ces mesures. Tu peux voir où nous en sommes dans le domaine de l'éducation par rapport au reste du monde, où nous en sommes en matière d'infrastructure, et tu peux observer ces changements. Tu peux voir comment les États-Unis se positionnent par rapport au reste du monde et regarder ces aspects de manière objective. Et oui, bien sûr, c'est du bon sens. Si tu éduques ta population, elle sera plus civilisée entre elles. Et si tu assures l'égalité des chances, le système fonctionnera mieux. Le système capitaliste est un système remarquable et fabuleux. Mais lorsqu'il génère de grandes inégalités d'opportunités et de productivité, alors oui, nous pourrions faire de bons investissements dans les infrastructures. Lorsque cela s'est produit et que les écoles n'avaient ni ordinateur ni connexion, c'était comme ne pas avoir d'électricité. Comment pouvons-nous permettre cela? Alors, que devons-nous faire? Tu sais, nous le faisons de manière philanthropique, mais ce n'est pas suffisant. Le capitalisme peut augmenter la productivité, augmenter la taille du gâteau et le distribuer équitablement. Il y a des choses que nous pouvons faire. Le succès a beaucoup à voir, plus que tout, avec la manière dont tu gères ce que tu ne sais pas, plutôt que ce que tu sais déjà. Et la manière dont tu obtiens ces informations des autres est ce qui est le plus important, n'est-ce pas? Et comment tu orchestras ces personnes? Ce n'est pas comme si une personne était assise là, sachant tout et dictant la marche à suivre. Mais c'est tout l'inverse. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde a des faiblesses. Savoir comment gérer cela est essentiel. Tu apprends plus de tes erreurs, n'est-ce pas? Parce qu'elles produisent de la douleur et la douleur te dit « ne refais pas ça » ou « trouve un autre moyen de le faire ». Les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Et nous avons des faiblesses. Tu ne peux pas penser à toutes les façons possibles. Tu ne peux pas avoir assez d'informations. C'est la réalité. Je pense que beaucoup de gens croient que ceux qui ont réussi sont différents de ce qu'ils sont réellement. J'ai créé mon entreprise en 1975 et en 1981, je n'avais que quelques employés. J'avais calculé que les banques américaines avaient prêté plus d'argent à des pays étrangers que ces pays ne seraient capables de rembourser et que ces pays allaient faire défaut sur leurs dettes, ce qui allait provoquer une grande crise de la dette et, par conséquent, une crise économique majeure. C'était un point de vue très controversé à l'époque et cela m'a donné beaucoup d'attention. En août 1982, le Mexique a fait défaut sur ses dettes et plusieurs autres pays l'ont fait aussi. Je pensais que nous allions avoir une grande crise économique, mais je me suis complètement trompé. Ce qui est arrivé a été exactement l'inverse, et cela a propulsé le marché boursier. J'ai perdu des clients, j'ai perdu de l'argent, j'étais tellement fauché que j'ai dû emprunter 4 000 $ à mon père pour couvrir les factures familiales. C'était extrêmement douloureux, mais en même temps, cela a changé ma façon de penser. C'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. D'abord, cela m'a donné de l'humilité, ou plutôt la peur d'avoir tort, mais sans perdre mon audace. En d'autres termes, je voulais avoir de grandes opportunités, mais l'ascendant s'accompagne de risques. Donc, cela m'a forcé à réfléchir différemment à la manière dont je devais agir. Cela m'a enseigné plusieurs choses. Tout d'abord, cela m'a appris à entourer de moi les personnes les plus intelligentes. Au cours de ma vie, j'ai appris à m'entourer de personnes qui ne partagent pas mes opinions, car cela m'a permis de remettre en question ma propre pensée et d'écouter leur point de vue. Cela m'a permis de développer une mentalité plus ouverte et flexible. En explorant le monde des investissements, je me suis rendu compte que si j'apprends à bien diversifier mes investissements, je peux minimiser mes risques sans compromettre mes rendements. Cette idée m'a donné une nouvelle vision de la vie, dans laquelle je comprends que tout comporte des risques, mais aussi des récompenses possibles. C'était comme si je me tenais d'un côté d'une jungle dangereuse, mais avec la possibilité de la traverser et de trouver quelque chose de merveilleux de l'autre côté. L'alternative était de rester dans un endroit sûr, mais sans le même potentiel de croissance. Bien sûr, je devais traverser cette jungle. Mais comment le ferais-je? La réponse est venue en trouvant des personnes qui partageaient de ma vision, mais qui voyaient des choses que je ne pouvais pas voir.
Ensemble, nous avons pu découvrir ce qui m'était auparavant invisible. Ce voyage dans la jungle a été tellement fascinant que je me suis rendu compte que je ne voulais pas en sortir, mais plutôt continuer à explorer, apprendre et grandir. Cette expérience a transformé ma vie. Le potentiel de croissance était bien plus grand que la peur du risque, et depuis lors, je suis resté sur ce chemin, apprenant et appliquant de nouvelles stratégies pendant plus de 40 ans. C'est cette expérience douloureuse qui m'a appris quelque chose de fondamental. La douleur, combinée à la réflexion, devient du progrès. Au final, une grande partie de la vie se résume à des habitudes, et les habitudes sont formées à partir des expériences et des signaux que nous recevons. Maintenant, lorsque je fais face à une situation douloureuse, je la considère comme un puzzle à résoudre. Si je suis capable de comprendre comment la réalité fonctionne et ce que je peux faire pour mieux la gérer, alors je gagne une leçon précieuse, une gemme de sagesse que je pourrai appliquer à l'avenir. En écrivant ces principes et en les gardant à l'esprit, ma façon d'aborder les problèmes a complètement changé. De plus, j'ai appris à accepter les réalités de la vie. Parfois, la vie nous présente des situations que nous n'aimons pas, mais nous devons les accepter telles qu'elles sont. C'est cela, le véritable jeu de la vie. Il y a des années, j'ai perdu mon fils, un homme de 42 ans. Ce fut la douleur la plus profonde que j'ai jamais vécue. Si j'avais pu, j'aurais préféré perdre tout ce que j'avais plutôt que de le perdre. À travers la réflexion et l'acceptation de cette réalité, j'ai compris plus profondément la nature de la vie et comment nous devons faire face à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Je me souviens, quand j'avais 12 ans, je travaillais comme caddie et j'apprenais à connaître le marché boursier. À l'époque, le marché était en plein essor et j'ai commencé à investir l'argent que je gagnais en actions. Ce fut une de ces décisions impulsives qui finissent par être plus chanceuses qu'intelligentes. La première action que j'ai achetée était Northeast Airlines, une entreprise que je n'aurais jamais envisagée, si ce n'était pas pour son prix inférieur à 5 $ l'action. Mon choix était très stupide, mais aussi incroyablement chanceux. C'est à ce moment-là que je me suis passionné pour les investissements, en pensant que si je trouvais la bonne action, je pourrais réussir. Cela m'a amené à en apprendre davantage et, peu à peu, à développer ma vision du marché. En chemin, j'ai découvert que les jeux, tant dans la vie personnelle que professionnelle, ont un impact énorme. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants et l'un d'eux est impliqué dans l'éducation à travers les jeux vidéo, ce qui me fascine. Les jeux sont un excellent moyen d'apprendre et d'expérimenter. Ils nous permettent de vivre dans des mondes alternatifs, d'explorer de nouvelles réalités et parfois nous oublions les autres mondes, ceux qui nous sont étrangers. À cet égard, j'aime chercher des personnes venant de tous les coins du monde, ayant des perspectives complètement différentes des miennes, car elles m'aident à élargir ma compréhension du monde et des possibilités qu'il offre. Ce type de connexion m'a permis d'apprendre et de grandir pendant des décennies. L'argent n'a jamais été mon objectif principal. Je le voyais comme un moyen d'obtenir la liberté personnelle et de subvenir aux besoins de ma famille sans souci. La véritable valeur de l'argent est de pouvoir faire ce que vous aimez et d'avoir la liberté de vivre comme vous le souhaitez. Beaucoup de gens perdent de vue cet aspect et deviennent obsédés par l'accumulation de richesses sans comprendre réellement à quoi ils en ont besoin. Si l'argent est uniquement utilisé pour obtenir des biens matériels, il perd son objectif. Pour moi, le véritable succès est d'avoir la vie que vous souhaitez, quelle qu'elle soit, et d'avoir un peu plus que suffisamment d'argent pour la réaliser. Maintenant, cela peut être accompli avec des dépenses modestes. J'ai observé de nombreuses personnes que j'admire. Elles ont des sacs à dos, voyagent à travers le monde, peuvent aller partout, vivre dans les endroits les plus intéressants et avec les gens les plus intéressants, vivre dans la nature, au sommet d'une montagne, dans une tente, et rien n'est plus beau. Vous pouvez avoir une vie merveilleuse sans beaucoup d'argent. Nous parlons ici de diverses idées erronées sur ce que les personnes au sommet considèrent. Et comment mesure-t-on le sommet? Eh bien, peut-être que c'est l'argent, le succès, la célébrité, ou ce que vous voulez. Mais ce n'est pas comme ça. Cela peut être n'importe quoi. Vous pouvez développer une obsession. Il faut se méfier des obsessions. Pour moi, ce sont les travaux significatifs et les relations significatives. Aimez-vous votre travail et vos relations?
Si vous avez ces deux choses, alors vous avez déjà beaucoup. Lorsque je fais face à la réalité et que je réfléchis à celle-ci, j'apprends comment la réalité fonctionne et j'écris des principes pour traiter de ce type de situation. J'ai commencé à le faire pour les investissements, mais je le fais pour tous les aspects de la vie. Je veux transmettre comment le monde change, comment les sociétés s'élèvent et tombent et où nous en sommes dans ce cycle. Je m'inquiète du fait que le gouvernement américain risque la faillite et nous sommes à un moment crucial. Si nous ne faisons pas face à ce problème maintenant, nous aurons de graves problèmes. Mes opinions sont basées sur l'étude de nombreux pays pendant de nombreuses années. Je veux vous montrer la mécanique derrière tout cela, afin que vous puissiez voir par vous-même comment ce processus fonctionne de manière mécanique.